On va commencer par peut-être se présenter rapidement. Donc, moi, je m'appelle Éric Lemaire, je suis philosophe d'entreprise et j'ai eu l'occasion de travailler depuis 2 ans à peu près sur la question d'entreprise libérée. Et en particulier, j'ai coécrit un livre sur Suez-Ocom, qui est une des entreprises dites libérées françaises, une des plus anciennes. Un livre qui est sorti il y a à peu près 1 an. Et l'idée de cette conférence, de croiser la transformation digitale avec l'entreprise libérée, est née au moment de la rédaction de ce livre, puisque j'avais souvent l'occasion de discuter avec Linda, et elle va vous expliquer pourquoi finalement l'idée de la conférence, une conférence où on croiserait les deux thématiques qui sont en train de monter, mais souvent de façon parallèle, sans forcément se croiser. Donc comment cette idée vous est venue? Alors, bonjour à tous, je m'appelle Linda Lassalle, donc je travaille dans le domaine du marketing digital depuis que je suis sortie d'école, donc depuis à peu près 12 ans. Et donc j'ai eu l'occasion de travailler sur les problématiques de e-commerce, de visibilité sur Internet, tout ce que vous pouvez entendre autour du marketing digital. Et il n'y a pas très longtemps, donc au moment de la rédaction du livre sur Suez-Ocom, j'ai intégré en fait une équipe pilote, on va dire, une équipe pour en fait conduire la transformation digitale dans le groupe dans lequel je travaillais. Et donc à l'occasion de cette mission, qui était compliquée, je me suis rendu compte que dans toutes mes expériences, j'ai eu de la gestion de changement à faire, parce que l'introduction d'une application, d'un site, etc., on a l'impression que ça va tout seul, mais en fait, il faut un peu changer des processus, des réorganisations, etc., et puis il faut habituer les gens, il faut beaucoup communiquer, aussi en interne, beaucoup. Sur cette mission de transformation digitale, je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'outils et de choses qui auraient pu être beaucoup mieux faites si on s'était inspiré des méthodes de transformation, des méthodes pour conduire la transformation de l'entreprise libérée. Donc cette conférence, elle est venue comme ça, dans le sens où moi je voyais comment avancer Eric et je me disais mais c'est ça qu'on aurait dû faire, c'est ça qu'on aurait dû faire, c'est ça qu'on aurait dû faire. Et là, ces 2 dernières années, on parle beaucoup de transformation digitale. C'est un thème qui monte énormément. En général, quand on vous en parle, on vous dit que vous n'avez pas le choix, c'est ça où vous allez mourir. C'est extrêmement urgent. Et en même temps, la plupart des gens, ils sont un peu noyés par ce qui se passe. Ils trouvent que ça va très vite, c'est vertigineux. On ne sait pas dans quelle direction aller. On va dans une direction qu'il faut déjà faire attention à la dernière nouveauté qui sort, etc. Et en fait, ce qu'on se rend compte quand on étudie en fait, ce phénomène en fait, de transition numérique, etc., c'est que l'obstacle en fait, aujourd'hui le plus important, c'est pas tellement les technos qui sortent, c'est même pas la vitesse à laquelle ça va, c'est la lenteur à laquelle ça va dans les entreprises. Et pourquoi c'est lent dans les entreprises? C'est parce que le plus gros obstacle qui est aujourd'hui décelé, c'est celui de la culture, c'est celui de l'organisation, c'est celui des valeurs. Et de ce point de vue-là, l'entreprise libérée a de quoi inspirer. Donc c'est comme ça qu'est venue l'idée de cette conférence. Oui, donc la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est finalement quelle inspiration on peut trouver dans l'entreprise libérée, dans les différentes expériences qui ont été menées, pour réussir sa transformation digitale. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut tirer de ces expériences-là et de ce style de management? Pour, disons, traiter la question, on va aborder d'autres sous-questions. On va commencer par vous expliquer un petit peu comment nous on comprend ce que c'est que la transformation digitale. Ensuite, on va aborder la question des obstacles les plus importants à cette transformation. On précisera ce qu'on peut entendre par entreprise libérée. C'est un sujet qui est un peu épineux parce qu'il y a différentes conceptions qui se confondent et je vais essayer de vous montrer qu'elles se confondent et comment on peut les séparer. Et enfin, on terminera rapidement, avant de conclure, sur la question de savoir quelles conditions il faut essayer de réunir quand on veut transformer une organisation, si on en croit les recherches qui sont menées en sociologie des organisations, c'est-à-dire les chercheurs qui, depuis plusieurs dizaines d'années, vont dans les entreprises et regardent comment le changement est fait, quelles sont plus ou moins les recettes qui sont utilisées quand ça fonctionne.
et celles qui sont utilisées quand ça ne fonctionne pas. Alors juste une petite chose. Alors il faut savoir que quand on parle de transformation digitale, il y a peu de monde en fait, il y a peu d'experts d'accord sur la définition définitive à mettre derrière ce terme. On a beaucoup de différentes définitions. En tout cas, il y a une chose sur laquelle on est tous à peu près d'accord, c'est que toutes les organisations, toutes les entreprises qui naissent avec les codes, on va dire, de l'économie numérique, elles n'ont pas tellement, ne sont pas concernées par la transformation digitale. On parle vraiment de transformation digitale pour des structures qui sont nées à l'ère pré-digitale et qui doivent passer en fait ce cap-là de l'économie numérique. Alors, comme dit, c'est vrai qu'on trouve beaucoup d'articles à droite à gauche qui proposent des définitions relativement différentes de ce que c'est que la transformation numérique. Et quand on a préparé la conférence, on s'est plus ou moins amusé à lire à peu près tout ce qu'on a trouvé. Et le constat après ces lectures, c'est que finalement, on ne comprenait pas grand-chose. Ça jargonnait beaucoup. Beaucoup de jargon, beaucoup de termes anglais pas forcément définis. Et en fait, la transformation numérique, d'une certaine façon, on a tous l'impression qu'on baigne dedans parce qu'on est utilisateur nous-mêmes et dans les entreprises, on est bon gré mal gré obligé d'utiliser des outils nouveaux. Mais en même temps, dès qu'on se pose la question de savoir de quoi il s'agit exactement, là, c'est beaucoup plus difficile et en général, on devient silencieux. Ce qui nous a amené en fait à nous poser la question comment tout ça s'est mis en place. On a essayé de prendre du recul en prenant le recul du temps, en allant voir comment tout ça a commencé et pour essayer de comprendre comment ça s'est enchaîné et avoir une vision un petit peu globale, disons, du type de pression que la transformation digitale pouvait exercer sur les entreprises. Donc on vous a dessiné une petite fresque historique de la mutation numérique de nos sociétés. Alors, on va commencer par quelque chose qui n'a rien à voir avec le numérique. C'est-à-dire que ce qui ressort quand même beaucoup dès qu'on parle digitalisation et transformation digitale, c'est deux termes qui, proprement parler, ne sont pas directement liés à la technologie. C'est l'orientation client et usager et l'innovation. Et même plus particulièrement, démocratiser ou élargir l'innovation. Alors on s'est demandé pourquoi finalement ces termes étaient si importants. Est-ce que c'est la technique qui en elle-même les génère ou pas? Et en faisant quelques recherches historiques, on s'est rendu compte que finalement les deux problématiques, se réorienter vers le client pour mieux comprendre, mieux connaître, lui proposer des nouvelles choses et élargir l'innovation, sont des choses qui sont identifiées par un certain nombre de chercheurs comme étant des problématiques fondamentales pour les entreprises dès les années 80. Et particulièrement dans les travaux d'un sociologue qui s'appelle Michel Crozier. Ce qui se passe, disons, à la fin des 30 Glorieuses, c'est qu'on commence à se rendre compte que le client, ou d'une façon générale les gens, ne sont plus dans une optique où ils veulent être comme tout le monde, c'est-à-dire s'équiper, obtenir la voiture, la télévision, etc. etc. Ça, c'est la période des 30 Glorieuses où on a cette dynamique de la consommation qui est une dynamique qui pousse vers une certaine forme de conformisme. Dans les années 80, on commence à observer que les gens veulent pouvoir se différencier. À peu près tout le monde est équipé, et là on va commencer à être dans une optique de comment je peux me différencier par rapport à ma façon de consommer. Ce qui exerce dès le départ une pression sur l'entreprise, puisqu'elle va devoir inventer énormément de produits, proposer de nouveaux services pour pouvoir capter ce client. Et d'ailleurs, je ne me souviens plus des chiffres, on a oublié de se le noter celui-là, mais la diversité des produits. Oui, il y a eu, sur les 30 dernières années... Sur les 30 dernières années, la diversité des produits a fait que 3. Oui, 3 fois plus de produits créés dans les 30 dernières années que dans les périodes précédentes. Alors, il y a ce premier phénomène qui est d'ordre social, qui amène finalement les entreprises à essayer de sortir le client de l'anonymat pour mieux le comprendre. Le deuxième phénomène, c'est qu'on a une ouverture des marchés avec l'apparition de nouveaux concurrents, notamment au niveau de l'industrie, sur le plan international. C'est-à-dire les pays comme la France, les États-Unis, l'Allemagne se voient concurrencés particulièrement par exemple par les Japonais au niveau de l'automobile, au niveau de l'industrie électronique et d'autres domaines d'activité. Vous avez une ouverture des marchés et tout ça, ça crée une concurrence supplémentaire, ce qui amène les entreprises naturellement à devoir se battre davantage pour conserver leur marché. Ou aller à conquérir d'autres, mais à l'international, c'est-à-dire aussi de conquérir des marchés sur lesquels ils n'ont pas forcément de la connaissance du client ou de la connaissance de la culture du pays. Et un troisième aspect, qui est plutôt de l'ordre de du
management, c'est que à la fin des 30 Glorieuses, disons que les méthodes d'organisation scientifique du travail, le taylorisme, est relativement bien maîtrisé dans la plupart des entreprises et ne constitue plus, contrairement à ce qui s'est passé pendant cette période-là, un avantage concurrentiel. Et dès lors, ce qui est analysé donc, comme par Michel Crozier que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, à cette époque-là, il se dit finalement les entreprises ne peuvent plus obtenir de gains, d'avantages concurrentiels par rapport aux autres entreprises du même secteur en rationalisant davantage, mais elles doivent se montrer plus innovantes. Et en particulier, elles doivent réussir à élargir l'innovation, parce que l'innovation a toujours été, dès avant cette période, un enjeu pour les entreprises, mais là, l'idée, c'est de réussir, un petit peu sans doute sur un modèle qui est le modèle du toyotisme, où aujourd'hui on parle beaucoup de Lean, mais qui commence à être assez connu à cette époque-là, et où on élargit largement l'innovation. Donc c'est vraiment à cette période-là, la fin des 30 Glorieuses, début des années 80, où certains observateurs commencent à voir que le contexte change et où on a vraiment l'émergence de la problématique de se réorienter vers le client d'un côté et de l'autre côté innover pour pouvoir mieux le satisfaire, lui proposer des nouvelles choses, entrer en relation différemment avec lui, etc. etc. Merci. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que ce qui vient d'être défini comme grand changement en fait, entre la période des 30 Glorieuses et les années 80 par Eric, ça va venir être... ça va vraiment trouver une caisse de résonance incroyable avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Cette question de la personnalisation, cette question de sortir de l'anonymat, cette question de la réorientation vers le client, de l'innovation, de démocratiser, ouvrir l'innovation, etc. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que la structure des marchés change sous l'effet de trois phénomènes. Donc, là, je vous ai mis une petite image du bouquin de la longue traîne de Chris Anderson, qui est un des grands penseurs en fait, de l'économie en fait, numérique, explique la chose suivante, c'est que si on prend la loi de Pareto, qui est un économiste qui est très, enseigné dans les manuels d'économie, etc., décrit la loi suivante, la loi des 80-20 dont vous avez déjà dû entendre parler, donc, qui dit que, en gros, 20% des produits font 80% des ventes et en général 100% des profits. Donc ça, c'est la structure traditionnelle des marchés telle que nous la connaissons pendant la société de consommation, où on a des hits, donc vraiment des produits qui marchent très très bien, et on a le marketing, la télévision, la publicité qui vient de top-down, donc qui vient d'une structure pyramidale pour annoncer les produits. Donc c'est une économie qui est relativement certaine, dans laquelle vous savez que si vous avez les moyens de produire, et donc si vous avez les moyens de distribuer, et si vous avez les moyens de faire connaître votre produit, vous êtes sûr que votre produit, il va ramasser comment dire, il va faire un jackpot. Voilà, merci pour le terme. Et donc, il va y avoir trois phénomènes qui vont changer cette structure-là. Le premier, c'est la démocratisation de la micro-informatique. Donc ce qu'on entend par là, c'est que en fait, l'ordinateur rentre dans les foyers. Dans les foyers comme un objet personnel. Et cet ordinateur, c'est le symbole du renouvellement des systèmes de production. Ce que j'entends par là, c'est qu'avant, pour entrer sur un marché, pour inventer quelque chose, pour produire du contenu, il y avait des barrières à l'entrée du marché qui étaient relativement élevées. Avec le micro-ordinateur, n'importe qui, finalement, un consommateur devenu amateur, devient producteur. Alors il invente des logiciels, il va faire des films, éventuellement de la musique, donc il va créer du contenu. Ensuite, il va y avoir, concomitant à cette arrivée du micro-ordinateur dans les foyers, il va y avoir des réseaux de distribution qui vont se mettre en place à travers l'invention du World Wide Web. Donc vraiment le web tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et donc le monsieur que vous voyez là, c'est le papa du web, il s'appelle Tim Berners-Lee, donc c'est quelqu'un qui a inventé le navigateur, donc l'interface qui vous permet d'aller sur Internet, le HTML et l'hyperlien. Et ce qu'a fait Tim Berners-Lee, il a vulgarisé ses découvertes dans un acte de générosité un peu fondateur, c'est qu'il n'a pas breveté. Ce qui a permis une diffusion très très large et très très rapide de la connexion
web. Et à côté de ça, on a les structures, les infrastructures réseau qui se mettent en place et qui permettent d'augmenter le niveau des débits et qui permettent de surfer plus longtemps et de télécharger plus de choses sur le réseau. Ensuite, donc on a les circuits de production avec l'ordinateur, les circuits de distribution avec Internet et donc toutes les places de marché qui vont se mettre en place. Et là, on a les systèmes, donc la connexion de l'offre et de la demande qui se mettent en place à travers les moteurs de recherche, avec l'invention de Google dans les années 98, les forums, les blogs. Et donc ce qui va se passer, c'est que pour quelqu'un qui va vouloir chercher un produit notamment de niche, ça va être beaucoup plus facile, beaucoup moins cher et ça va prendre beaucoup moins de temps que ça ne l'était par le passé. Et c'est pareil, évidemment, pour un prestataire qui va chercher un client. Il va avoir la possibilité de rentrer en contact avec sa clientèle de manière très facile et surtout pas très chère. Donc là, les plus besoin de gros budgets pub, marketing, etc. Et donc, qu'est-ce que ça va avoir comme effet? Donc ces trois phénomènes. Ça va remettre en cause la structure de marché et notamment la structure de la loi de Pareto. La loi de Pareto dit donc, je vous rappelle, 20% des produits, 80% des ventes. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est que ce graphique que vous voyez là, la partie qui est en orange, va s'allonger sur la droite et va grossir. Oui, donc la partie rouge du graphique, c'est les fameux 20% de produits, donc les hits, les vaches à lait, comme on les appelle, qui font 80% des ventes, et la longue traîne, donc c'est la partie orange que vous voyez, qui est disséminée et qui représente en fait une somme de produits niches. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ce graphique-là, cette structure de courbe va complètement évoluer. Ça veut dire que la partie rouge, elle va considérablement se réduire et elle va, à l'inverse, laisser plus de place à la partie donc, que vous voyez à la ligne orange, donc ce qu'on appelle la longue traîne, et qui va s'allonger et qui va grossir. Et la longue traîne, c'est quoi? La longue traîne dit que une somme de petits marchés niches a la capacité d'avoir des niveaux de revenus et de vente qui sont beaucoup plus importants que ce qu'ils étaient auparavant, et on est capable de toucher des consommateurs qui ne sont pas uniquement dans sa zone géographique, mais comme on l'a vu tout à l'heure avec la mondialisation, un peu partout dans le monde, et qui vont permettre d'avoir un effet de levier et d'échelle qui n'était pas permis avant l'invention de Internet. Alors, il faut que je revienne aussi à la slide d'avant. Qu'est-ce que ça permet aussi, cette invention du web? Ça provoque donc un bouleversement dans les relations marque-consommateur. Donc le rapport, la relation en fait entre le consommateur et la marque s'inverse. C'est-à-dire que du jour au lendemain, quelque part, Anderson dit on donne des mégaphones aux fourmis. C'est-à-dire qu'une personne qui n'est pas contente est capable de rivaliser et de mettre en danger la santé d'une entreprise. Et le meilleur exemple de ça, c'est une petite histoire d'un monsieur qui s'appelle Jarvis, qui en 2005 avait un ordinateur Dell. Et donc son ordinateur marchait pas très bien, et donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait comme la plupart d'entre nous, c'est-à-dire qu'il a essayé de trouver le problème, de résoudre le problème par lui-même. Il n'a pas réussi. Il a essayé de joindre le SAV, et donc le SAV l'a un peu baladé. Et après s'être fait envoyer balader un certain nombre de fois pendant quelques semaines par le SAV, qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur? Il aurait pu écrire une lettre de réclamation, comme on faisait sans doute à l'époque, et comme on serait peut-être tenté de faire. Eh bien non, Jarvis, il avait un blog qui s'appelait Buzz Machine, qui était pas mal lu, et donc il a décidé de raconter son expérience. Et là, on parle vraiment d'expérience client. Il a raconté son expérience client chez Dell. Donc concrètement, il a commencé à écrire un billet et s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui le lisaient. Donc il a écrit plusieurs billets en racontant les problèmes de qualité du produit, en racontant les problèmes de personnalisation dans la relation avec Dell. Il a été appelé Madame Catherine, Monsieur Dupont, alors que bon, voilà, il s'appelle Jarvis, quoi. Et il a eu aussi des problèmes au niveau du service client. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que, comme il n'était pas le seul à être concerné par les problèmes
que Dell avait, puisque Dell, en fait, à l'époque, était dans une situation où l'actionnaire historique était parti, et où l'actionnaire demandait de baisser les coûts, notamment en restructurant les systèmes de qualité, etc. Et bien, du coup, il a vraiment eu un mégaphone pour le coup. Et en fait, quand on tapait Dell, les premiers articles qui commençaient à remonter, c'était des articles qui étaient liés, en fait, à cette mésaventure, et qui s'appelait Dell Hell, donc l'enfer de Dell, et qui est devenu tellement, comment dire, caractéristique, enfin, c'est devenu une expression, en fait, pour caractériser Dell, et du coup, il a eu beaucoup de commentaires, et à tel point que les médias nationaux se sont emparés de l'affaire. Et là, Dell a commencé à bouger, là, Dell commence à se dire, ça va pas, on a un gros problème, on a un client mécontent qui le fait entendre à tout le monde et qui en parle à tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont excusés, ils ont remplacé son ordinateur et ils ont promis de revoir en fait leur processus qualité. Et donc l'actionnaire, enfin le fondateur de Dell, donc Michael Dell, est revenu aux commandes. Ils avaient un projet de délocalisation du SAV en Inde, ils l'ont annulé. Et ils se sont mis à refaire des produits, qui étaient plus en cohérence avec la promesse qui a été faite aux clients. Et là, on se rend compte que là, en 2005, en 2017, donc ça fait quand même un petit bout de temps, c'est un des premiers grands cas médiatiques de problèmes de e-réputation. Et là, quand on parle d'expérience client, quand on parle d'expérience client, on ne parle pas simplement d'un produit qui est vendu, on parle de la manière dont une entreprise rentre en contact avec le client, la manière dont elle lui vend le produit, quel est le suivi qui est fait derrière, comment la garantie, comment la maintenance se fait et comment est-ce qu'il est fidélisé. Et concrètement, aujourd'hui, un client ne va pas juger un produit avec ses caractéristiques physiques, techniques et utilitaires, il va vraiment juger la relation qu'il a avec la marque du début de la relation jusqu'à la fin. Et donc ça, c'est vraiment un grand bouleversement pour les marques. La possibilité de désintermédier les échanges, notamment au niveau de l'industrie culturelle, on pense évidemment au téléchargement de musique, de films, etc. Et l'apparition de nouveaux modèles disruptifs avec de la gratuité. Alors je vous rappelle l'histoire de Wikipédia où il y a un Jeremy Wells qui du jour au lendemain décide de créer le temple du savoir de manière gratuite, avec, en complète autogestion, et tout le monde se dit que c'est un truc de cinglé, que c'est un truc complètement anarchiste, et en fait on se retrouve 4 ans plus tard avec un Wikipédia qui a quelque chose comme 100 000 contributeurs, et avec une qualité d'article qui est très très proche, voire quasiment aucune différence avec des encyclopédies très réputées, qui sont gérées que par des experts, etc., comme Britannica. Et donc, un projet qui est complètement, on va dire, presque gratuit et ouvert, en open source. Alors, donc, on a cette première période-là, et on a la deuxième période qui arrive, et la deuxième période, c'est, la dernière période, celle par laquelle on a commencé, c'est l'invention du smartphone. L'invention du smartphone, c'est un outil magique, puisque le smartphone, comme vous savez tous, c'est Internet, c'est votre agenda électronique, c'est un appareil photo, c'est une caméra, c'est la possibilité de communiquer, etc. Et donc, ça devient un outil de production, le smartphone. Ça devient un outil de production qui se déploie à vitesse grand V, notamment avec les architectures, les infrastructures réseau qui permettent de se connecter en continu et d'avoir des forfaits et des débits qui ne sont pas très chers. Les smartphones permettent vraiment de doper l'utilisation des réseaux sociaux, donc les Facebook, les Twitter, etc., qui connaissent une envolée avec le smartphone. Et ce que ça génère qu'il y a énormément de données. Avant, on produisait de la donnée. À partir du moment où Internet a été créé, on a commencé à produire de la donnée, mais avec les réseaux sociaux et cette instantanéité, cette connexion permanente, on a généré un volume de données tellement énorme qu'on l'a qualifié de big data. Et concrètement, le big data, c'est toutes les transactions, tous les tweets, tous les échanges, tout
tout ce qui peut se passer autour des objets connectés, que ce soit de l'ordinateur, que ce soit de votre bracelet, que ce soit de votre smartphone. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes de big data, 90% des données ont été créées ces 2 dernières années. Donc c'est absolument énorme. On a des technologies comme le cloud qui permettent de supporter les problématiques de big data, mais qui sont des modèles économiques qui sont mis en place à peu près au même moment. Et alors, en termes d'explosion des données, on en est quelque part qu'aux prémices, parce que je ne sais pas si certains d'entre vous ont entendu parler de l'Internet des objets, mais l'Internet des objets, concrètement, ça veut dire que chaque outil, enfin chaque chose que vous utilisez, ça peut être votre réveil, ça peut être votre lit, ça peut être votre voiture, ça peut être plein de choses, tant qu'elle a un capteur, elle peut capter de la donnée et l'envoyer sur Internet. Et donc en termes d'explosion de données, l'Internet des objets, on est encore à un level, un niveau au-dessus. Alors, qu'est-ce que ça génère tout ça? En fait, moi, c'est un truc que vraiment j'ai vu dans mon métier, c'est que quand on a commencé dans le marketing digital, on avait des outils d'analyse pour voir combien il y avait de visites sur nos sites, des clics, etc. Ce qu'avaient pas forcément les affiches, les films, le print, etc. Mais avec l'explosion d'informations, ça devient impossible de traiter cette donnée. C'est très compliqué de traiter cette donnée et c'est plus possible pour un être humain de pouvoir utiliser cette donnée pour prendre des décisions. D'où l'avènement de ce qu'on appelle l'informatique cognitive, connue plus médiatiquement sous le nom d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est pas du tout quelque chose qui est de la science-fiction ou qui est pas super abouti, ça va arriver dans longtemps, etc. L'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui a fait ses débuts dans les années 2010 et qui est en train de rentrer vraiment dans les entreprises. Et là, concrètement, ça pose une question fondamentale, c'est notre rapport à la machine. Parce qu'il faut bien voir qu'un ordinateur doté d'intelligence artificielle, il est capable de parler avec vous en langage naturel. Il est capable, vous pouvez lui poser à peu près n'importe quelle question puisqu'il est connecté à peu près à toutes les bases de données et même des données qu'on dit non structurées, c'est-à-dire que c'est difficile de les classer comme des tweets, comme des vidéos, comme des chansons, etc. Et aujourd'hui, on a vu, par exemple, aux États-Unis, un bureau d'avocats qui donnait en fait tout le travail de recherche documentaire à des étudiants qui venaient d'avoir leur diplôme. Ils ont été remplacés par Watson. Donc en fait Watson, donc ce logiciel d'intelligence artificielle, il a des capacités analytiques et cette capacité à interagir avec l'être humain qui font que demain, c'est envisagé et c'est déjà fait par pas mal de sociétés que ça devienne en fait un outil de travail. C'est-à-dire que nos parents ont connu la période où ils travaillaient sans ordinateur, et nous, on n'a pas encore connu l'intelligence artificielle, mais peut-être qu'on va la connaître. Peut-être que c'est l'intelligence artificielle qui va remplacer nos ordinateurs actuels. Donc, c'est vous donner en fait les dimensions d'évolution. Évidemment, il y a tout le phénomène d'automatisation et de robotique, donc des humanoïdes. Donc ça s'est fait beaucoup dans l'industrie, mais ça commence aussi à percer même dans le cadre des foyers. Alors, qu'est-ce que la transformation digitale? La transformation digitale, c'est d'abord une transition numérique qui concerne l'ensemble de la société. Donc ça, c'est un truc qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a vraiment un glissement, que ce soit au niveau des usages, que ce soit au niveau des modèles économiques, etc. Et dans un monde qui, sous l'effet des outils de production, avec l'ordinateur qu'on a vu tout à l'heure, de distribution et d'information, et qui devient hyper concurrentiel, il y a des risques élevés de disruption. Et on l'a vu, des risques de disruption des modèles économiques établis, on l'a vu, il y a des cas très médiatiques avec Uber, Airbnb, Blablacar, etc. Et le défi pour l'entreprise, et quelle que soit sa taille, qu'elle soit petite, qu'elle soit grande, c'est d'être capable de mobiliser les multiples intelligences qui composent en fait l'organisation pour se mettre à l'écoute du marché et donc être vraiment réorienté au niveau du client ou de l'usager, être capable de s'adapter à ce monde nouveau et évidemment être capable d'innover, évidemment dans le but de servir son client ou son usager. Alors maintenant,
je voudrais vous parler des principaux obstacles à la transformation digitale. Alors, j'ai pris cette étude qui date de 2007 et qui est faite par un grand cabinet de consulting qui s'appelle McKinsey. Alors, si j'ai pris cette slide, c'est parce que moi, je l'ai vécu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'étais dans une optique où ben voilà, mon métier changeait, parce qu'au niveau du marketing, c'est vrai que c'est le département qui a le plus été exposé à cette transformation digitale, puisqu'on a le client en face de nous, le changement de ses usages, etc. Et dans cette étude, on montre clairement que le principal problème pour aider les entreprises en fait, à prendre ce train de la transformation digitale, c'est des défis d'ordre culturel, organisationnel et de valeurs et de culture d'entreprise. Et bon, il y en a un deuxième qui est la difficulté de comprendre en fait les modèles digitaux et puis les tendances digitales. Mais si on se concentre sur le premier, qu'est-ce que ça veut dire? Les problèmes, enfin, la problématique, le défi culturel. Le défi culturel, c'est déjà une problématique pour gérer le risque. Et puis même pour appréhender même la notion de risque, pour apprendre la notion de l'échec. Google, quand il a inventé ses produits, et jusqu'à très longtemps, c'était toujours du bêta, parce qu'on estime qu'on peut toujours s'améliorer. Rarement en entreprise, vous pouvez prendre une initiative, et quand vous échouez, on se dit « Ah bon, pour quelle raison? On va essayer de mettre en place, on va essayer d'apprendre quelque chose de notre échec et de construire un produit qui est meilleur. » Ce risque, il n'est pas juste au niveau des nouveaux leviers, des nouveaux modèles économiques, des nouveaux produits, il est même au niveau de l'organisation en elle-même. Comment est-ce que demain on passe d'une organisation qui est pyramidale et qui est héritée du taylorisme à un autre modèle d'organisation? Comment est-ce que je peux, en tant que manager par exemple, oser proposer le recrutement de telle personne qui ne ressemble pas du tout au profil type des collaborateurs de la boîte? Donc il y a une aversion risque qui est un frein. Deuxièmement, il y a une culture des silos, chacun dans son département, chacun sa chapelle, etc. Et on s'échange assez peu les infos, et surtout, on ne travaille pas trop ensemble, et de toute manière, on n'est pas trop incité à travailler ensemble, ne serait-ce que par les modèles de rémunération, etc., les modèles de reconnaissance de l'entreprise. Donc ça, c'est un autre problème. Et en fait, le fait d'avoir des départements qui sont comme ça en silo, ça fait qu'on a une connaissance du client qui est complètement éclatée entre différents départements et qui est fragmentée. Et si on n'a pas une vision unifiée du client ou de l'usager, c'est très difficile d'envisager une expérience qui soit meilleure pour lui, parce qu'on a identifié des freins, des frictions en amont quand on a étudié ce fameux parcours client. Donc voilà pour les obstacles. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ces obstacles peuvent être levés par les expérimentations qui sont menées dans les entreprises libérées. Et donc là, je laisse la parole à Eric. Alors, on en parle depuis tout à l'heure. On va essayer de voir donc ce qu'on peut entendre par entreprise libérée. Une bonne façon de commencer, c'est peut-être d'expliquer ce qu'elle n'est pas, en clarifiant, disons, l'esprit qui a dominé le management pendant à peu près, tout le XXe siècle. Et donc cet esprit, c'est l'esprit du taylorisme. Sans rentrer trop dans les détails de ce que c'est que l'organisation scientifique du travail, ce qui est important, ce qui m'importe ici, c'est de faire comprendre un peu quelle est l'intention de Taylor et quel est le problème auquel il fait face et quelle solution il lui apporte. Son ambition, c'est de réconcilier les patrons et les salariés. Pourquoi? Parce qu'au début du XXe siècle, on sort de tout un historique depuis le début de la révolution industrielle, où globalement la relation est plutôt conflictuelle. Au début du XXe siècle, on a encore tiré sur les ouvriers en France, on envoyait régulièrement la troupe. Et il y avait un petit jeu qui s'était installé entre dirigeants et ouvriers, qui était le suivant, à savoir, on essayait de tirer le maximum de l'ouvrier, et tout en essayant de lui en donner un minimum. On avait encore la possibilité au niveau légal de changer, de baisser le salaire de façon complètement arbitraire, notamment. Et ça a engendré quelque chose que Taylor a pu observer, parce que lui-même a dû abandonner ses études pour des problèmes visuels, et il s'est retrouvé à travailler en usine, et il a pu observer ce qu'il a nommé la flânerie systématique. Et donc la flânerie systématique, c'est le fait que les ouvriers utilisent leur marge de liberté
pour modérer leur investissement, leur engagement, de façon à éviter de voir leurs objectifs sans cesse augmenter. Oui, donc ce qu'il appelle la flânerie systématique, c'est le fait qu'un ouvrier modère donc son engagement pour éviter d'être amené à devoir toujours remplir toujours plus d'objectifs pour un salaire égal, voire un salaire inférieur. Et Taylor, travaillant parmi les gens, étant lui-même ouvrier, il se rend compte que si ce petit jeu est possible, c'est précisément parce que les ouvriers ont la connaissance de leur métier. Ils savent combien de temps prend telle ou telle opération. À l'époque, on n'a pas de chaîne, la chaîne de montage n'existe pas, la chaîne de transfert n'existe pas. Et donc l'ouvrier dispose d'une marge de liberté où il peut faire, en gros, il peut décider d'aller plus ou moins vite, et le patron ou l'ingénieur ne peut pas être absolument sûr qu'il donne le maximum ou pas. Et donc sa solution, c'est de dire finalement, son intuition, c'est de dire, si je parvenais à trouver le moyen de faire en sorte que les ouvriers s'engagent plus, la production augmenterait, les profits augmenteraient, et par ailleurs, on pourrait peut-être convaincre aussi les dirigeants de reverser plus de salaire. Donc ça, c'est le discours qu'il portait au début du XXe siècle, ça choquait beaucoup de dirigeants, et finalement, l'histoire a montré qu'il avait eu raison. Sauf que la solution pour arriver à résoudre ce problème, nous paraît aujourd'hui plus problématique. Comment il fait? Il dit finalement, ce petit jeu où l'ouvrier en garde sous le pied est permis par sa connaissance métier. Donc ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est à charger un certain nombre de personnes d'observer le métier, de se l'approprier, de le rationaliser, de le découper en tâches, et ensuite de transformer ça en directives qui vont être données à l'ouvrier, et l'ouvrier n'aura plus qu'à suivre les directives. Donc comme ça, il n'aura plus aucune marge de liberté, et on aura remis la connaissance métier entre les mains de l'ingénieur, donc c'est lui qui invente le bureau d'études, le bureau des méthodes. Et donc, si vous voulez, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que la méthode, l'esprit du taylorisme, ça consiste à obtenir la performance de l'entreprise en supprimant au maximum la liberté des gens sur le terrain et en essayant au maximum de ne pas dépendre de leur bonne volonté, en les automatisant au maximum. Donc, dans un monde comme le nôtre où on voit qu'on doit être capable de mobiliser largement les gens autour du projet d'entreprise, autour de l'innovation et de sujets comme ça, c'est problématique parce que les gens ne vont pas innover s'ils n'en ont pas un minimum envie. Vous ne pouvez pas obtenir la bonne volonté, soit par un contrat de travail. On sait en général que même les augmentations de salaire ont des effets extrêmement peu durables sur la bonne volonté des gens. Et vous ne pouvez pas obtenir la bonne volonté par le contrat de travail, par le salaire. Vous ne pouvez pas l'obtenir non plus par la contrainte. On ne peut pas forcer les gens à être créatifs. On ne peut pas forcer les gens à coopérer. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on peut faire? Et c'est exactement le problème auquel va essayer de répondre l'entreprise libérée. C'est-à-dire comment fonder la performance de l'entreprise, non plus en luttant contre la liberté des gens sur le terrain, mais en la facilitant, ou en leur redonnant de la liberté. Donc, au cas où, je ne sais pas jusqu'à quel point vous avez entendu parler de l'entreprise libérée, mais l'entreprise libérée, le phénomène commence vraiment à être connu à partir de la publication du livre d'Isaac Getz. C'est ce monsieur qui a écrit et publié en 2009 avec Brian McCartney le livre qui s'appelle Liberté et compagnie, qui existe, donc c'est un livre de poche, ça se trouve facilement, ça vaut moins de 10 € d'ailleurs je crois. Et donc dans ce livre, il présente une multitude d'entreprises, donc il raconte des tas d'histoires sur comment ça fonctionne en interne. Parmi ces entreprises, alors là il y en a certaines que j'ai mis qui ne sont pas dans le livre, mais qui sont aujourd'hui estampillées entreprises libérées et qui sont souvent sur le devant de la scène. Donc, Chronoflex, vous avez peut-être entendu parler d'Alexandre Gérard, qui a écrit un livre dans lequel il témoignait un peu de son expérience, c'était cette année. Disons la grande entreprise française, et la personne qui est le pape de l'entreprise libérée en France, c'est Jean-François Zobrist. Je pense que vous avez déjà entendu parler de Jean-François Zobrist. Oui.
On va y revenir. Ils évoquent, ils parlent du Zocom, donc on a évoqué tout à l'heure, et de Gore, donc l'entreprise qui a inventé le Teflon, qui fabrique le Gore-Tex pour les vêtements, qui est historiquement l'entreprise libérée la plus vieille, puisqu'elle a été créée, je crois, dans les années 30. Et c'est peut-être la seule qui a réussi à résoudre une des problématiques fondamentales de ce type d'entreprise, c'est comment réussir à maintenir le système quand le dirigeant qui a mis en place le système part. On l'observe chez à peu près toutes les autres, d'Harley Davidson à Favi, en passant par d'autres entreprises. On voit que quand le dirigeant part, c'est très compliqué de maintenir le système. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais actuellement, il n'y a pas vraiment de solutions, à part chez Gore, qui ont été trouvées. Autre entreprise, Clinitex, par exemple, c'est une entreprise de nettoyage industriel qui est sur l'île, qui a 3000 collaborateurs. Alors, c'est un phénomène, entreprise libérée, qui est relativement difficile à cerner. Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que quand vous lisez le livre de Gates, vous avez plein d'exemples dans des secteurs de l'activité très différents, avec des tailles d'entreprise très différentes, des niveaux de compétences des collaborateurs très différents. Et finalement, il raconte beaucoup d'histoires, des histoires aussi très différentes, mais il ne passe pas beaucoup de temps à essayer d'élaborer vraiment dans le détail le concept. Par ailleurs, donc, ces entreprises très diverses, elles ne sont pas du tout identiques les unes et les autres. Vous en avez certaines, on a aboli par exemple la pointeuse, d'autres on a conservé la pointeuse, certaines on a essayé, on n'a quasiment plus aucune hiérarchie, d'autres on a quand même conservé de la hiérarchie, il y en a certaines on contrôle, on n'a presque aucun contrôle, et d'autres on en a quand même conservé. Donc vous avez quand même une vraie différence entre différentes entreprises. Donc, au fond, ça crée une certaine confusion. On se demande vraiment ce qu'il y a de commun entre toutes ces entreprises-là. Ce concept il y a quelque chose de compliqué, qui montre qu'il y a quelque chose de compliqué à saisir dans ce concept, c'est l'attitude de beaucoup de dirigeants qui sont, disons, séduits ou qui s'engagent ou qui sont engagés dans une démarche de ce type-là. Moi, je rencontre beaucoup qui me disent à moi, l'entreprise libérée, j'aime pas ça, mais j'en fais. C'est des gens qui, d'ailleurs, vous avez une conférence sur YouTube d'un jeune Français qui a créé une entreprise de technologie libérée au Vietnam, un Vosgien d'ailleurs, qui s'appelle Sylvain Pierre, vous regardez sur YouTube, et Sylvain Pierre, il a écrit, sa conférence s'intitule « Pourquoi je n'aime pas l'entreprise libérée ?» quelque chose de similaire. Et donc il passe toute sa conférence à expliquer qu'en fait il a créé une entreprise libérée, en réalité il adhère complètement, mais qu'il n'aime pas l'entreprise libérée. Ce qui est un peu paradoxal. Et en fait, pourquoi les gens ont cette attitude ambivalente à l'égard de l'entreprise libérée? Et quand j'ai commencé à constater que c'était une réaction qui revenait souvent, je suis retourné voir les discours de Jean-François Aubry, d'autres dirigeants, et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait probablement dans le discours, dans la façon de parler de ce système de management, une confusion permanente entre deux façons vraiment de concevoir ce style d'entreprise. Et maintenant, je vais vous présenter la différence. Et une de ces conceptions est, à mon avis, assez dangereuse. Il y a certaines entreprises qui ont essayé de l'appliquer et ça donne des résultats humains pas forcément très glorieux. Même, je connais une entreprise qui a réussi à couler en quelques mois en appliquant cette première conception, en poussant... et une autre qui me semble beaucoup plus juste, qui correspond grosso modo à celle que j'ai pu étudier quand j'ai écrit le livre sur Usocom. Donc, on va partir de la définition, il donne quand même une petite définition de l'entreprise libérée, Gates. C'est celle que vous trouvez sur le site du campus des entreprises libérées, donc c'est quelque chose de relativement officiel. Le 2 novembre à Paris, il y a un grand campus des entreprises libérées qui est organisé à l'ESCP Europe. Donc ça c'est la définition qu'il donne. Donc il s'agit d'une entreprise dont la majorité des salariés est complètement libre et responsable d'entreprendre toute action qu'elle-même, pas leur chef ou les procédures, décide comme les meilleures pour la vision de son entreprise. Et en fait, pour comprendre la première différence entre les deux conceptions de l'entreprise libérée dont je vous ai parlé, il faut voir quel statut on donne à cette définition. Il y a des gens qui considèrent, en fait, ça, c'est l'état de choses à instaurer dans votre entreprise le plus vite possible.
on supprime toutes les contraintes, liberté totale. Et il y en a d'autres qui se disent finalement, c'est un idéal qui a l'air plutôt sympa, mais on ne va certainement pas pouvoir l'atteindre rapidement, il faut plutôt le prendre comme un horizon d'attente, une destination vers laquelle on peut aller progressivement. Et donc c'est vraiment cette distinction qui va permettre de comprendre quel est le point de départ de la différence entre ces deux idées. La première conception, que j'appelle de façon assez peu charitable la conception utopiste et idéologique, elle vous dit cela en substance. En gros, pour aller vite, c'est à peu près le discours de Jean-François Zobrist. Jean-François Zobrist, quand vous l'écoutez, il vous dit vous avez vraiment une perspective rousseauiste. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, si vous avez des souvenirs de terminale, mais en gros, Rousseau disait considérer que l'homme est bon, Jean-François Zobrist répète ça à longueur de journée, l'homme est bon, mais il est perverti par la société, par la civilisation. Et là, Zobrist, lui, il considère qu'il n'est pas perverti par la société et la civilisation, il est perverti par l'entreprise, et plus particulièrement par ce qu'il appelle la structure. Donc la structure, c'est tout l'encadrement des managers de proximité à, finalement, au top management, donc à la direction générale. D'après lui, finalement, le travailleur est bon par nature, il ne demande qu'une seule chose, c'est de pouvoir s'engager à fond dans l'entreprise, et si finalement il ne peut pas le faire, s'il n'y parvient pas, c'est précisément parce qu'il n'a aucun pouvoir, parce que tout pouvoir est détenu par ce qu'il appelle la structure. Et la structure, comme il considère, Zobrist, qu'elle ne sert à rien, mais en même temps, elle doit justifier son existence, donc elle passe son temps à aller parasiter l'existence des ouvriers ou des salariés sur le terrain, en demandant du reporting, en imposant des règles, des procédures à suivre, en commandant, en contrôlant, etc., etc. Et c'est une situation qui est terriblement injuste, parce que vous avez d'un côté toute une partie des gens de l'entreprise qui servent à rien, qui ne produisent rien, puis de l'autre côté, vous avez, pour Zobrist, les gens qui sont les productifs, et sans eux, évidemment, l'entreprise ne peut pas tourner, ce qui est vrai. Mais il considère aussi que finalement, il a même une phrase qu'il répète très souvent en conférence, et c'est la suivante, il dit voilà, les ouvriers arrêtent de travailler, le patron, il ne peut plus manger. Par contre, si le patron s'en va, l'usine, elle continue à tourner, et tout se passera bien, il n'y aura aucun problème. Donc, ça va quand même relativement loin. Quand on fait ce diagnostic sur l'entreprise, oui, un dernier point que j'ai oublié, et ça c'est quand même important pour comprendre, vous avez le management qui en gros passe son temps à parasiter et à embêter les autres, et ça a comme effet sur l'organisation de compliquer énormément son fonctionnement. Donc ça l'alourdit, ça la rend moins réactive, moins créatif, ça décourage aussi quand vous avez des tas de procédures à suivre, que vous devez... ça ne vous encourage pas à prendre des initiatives. Donc, finalement, le diagnostic consiste à dire qu'il y a dans l'entreprise, à cause de cette chape de plomb, un gisement inexploité de créativité, d'engagement, qu'il faut réussir à capter. Alors la méthode. Quand vous partez de ce diagnostic-là, hein, vous dites que vous avez d'un côté ces gens qui ne servent à rien et qui empêchent tout le monde de bosser, et les gens qui ne demandent qu'à bosser et qui n'ont eux aucun pouvoir, parce que tout le pouvoir est détenu par les autres. Donc la méthode est simple. Il faut supprimer toutes les contraintes, supprimer le pouvoir, redonner le pouvoir aux productifs. Et donc ça se fait par un acte révolutionnaire, en général radical. Donc ça c'est dans l'histoire de Favy, c'est le 24 décembre ou le 23 décembre, je ne sais plus, 1983, Jean-François Zobrist, 3 mois après avoir pris la direction générale, monte sur une palette et dit à tout le monde, maintenant les contrôles, les contraintes, tout est fini, vous allez être libre, enfin libre. Et donc l'idée c'est que touché par la grâce du don que fait le dirigeant, le salarié s'engage et devient aussi heureux, parce qu'il y a aussi toute cette thématique du bonheur autour de l'entreprise libérée, et étant heureux, il va devenir plus performant et ça va créer une performance durable de l'entreprise. En termes de fonctionnement, au lieu d'avoir la suggestion que vous aviez avant, l'avantage de cette révolution, c'est que les gens, maintenant, n'étant plus soumis à des contrôles, à des contraintes de tous ordres, deviennent
autonomes, ils s'autocontrôlent, ils s'automotivent, ils autorégulent, c'est-à-dire que tous les conflits, les tensions sont réglés par le groupe. Et il y a aussi l'autogouvernance. Alors, pourquoi c'est une conception d'entreprise libérée qui est utopique et relativement idéologique? Là, on peut dire beaucoup de choses, mais la première chose, c'est que quand vous écoutez ce type de discours sur l'entreprise libérée, on vous dit toujours, et ça déroute beaucoup, par exemple, Alexandre Gérard a été clairement, quand on lit son bouquin, a été clairement dérouté par le discours de Jean-François Zobris lors d'une conférence, où il entendait Jean-François Zobris lui dire « Tout ce que je vous dis, donc tout le diagnostic qui a été évoqué avant, toute la vision d'entreprise, du travailleur, du manager, etc., Zobris dit au fond, tout ça c'est du bon sens. C'est du sens commun, c'est évident, ça ne se discute pas, ça ne soulève aucun doute. Quand vous partez sur une analyse de l'entreprise de ce type-là, et que vous avez finalement une vérité établie, intouchable, vous n'êtes pas... ça va être très difficile derrière de vous engager dans une démarche qui va permettre de faire vivre un dialogue au sein de votre organisation, parce qu'en réalité, toutes ces entreprises-là, on sait aussi qu'au quotidien, on ne peut pas se permettre d'avoir une approche aussi dogmatique. Parce que vous avez des tas de questions qui émergent, vous avez des tas de complications au niveau humain, au moins au début, le temps que les gens apprennent à travailler ensemble. Donc si vous commencez par avoir une perspective qui est hyper dogmatique, vous n'allez certainement pas encourager le dialogue qui, lui, implique d'avoir une vraie conflictualité de point de vue. Il faut qu'on puisse se dire les choses, il faut qu'on puisse argumenter, il faut qu'on puisse se dire qu'il n'y a rien qui est hors sujet, il n'y a rien qui est hors de doute. Donc ça, c'est le premier élément. Cette conception, elle est donc limitée parce qu'elle entraîne certainement une certaine forme de conformisme. Et elle a un caractère idéologique. La deuxième chose, c'est qu'en réalité, la vision qui consiste à dire, oui, il y a les gentils ouvriers d'un côté ou salariés et les méchants managers de l'autre, ceux qui n'ont pas de pouvoir et ceux qui en ont, elle n'existe nulle part. Il y a une organisation, on sait à peu près que dans une organisation, il est absolument à peu près impossible de supprimer la marge de liberté des acteurs, ce qui signifie tout simplement que quand vous avez un certain mode de fonctionnement plus ou moins tyrannique, plus ou moins centralisé, plus ou moins contraignant, il persiste non seulement parce qu'il y a une volonté du management, mais il persiste aussi parce qu'il y a une adhésion, ou au moins, au minimum, un consentement de la part des gens qui subissent les contraintes. Et ce qui veut dire tout simplement que, et qui subissent les contraintes, qui consentent, et même certaines fois, et sans doute plus qu'on l'imagine, qui y adhèrent. Et d'ailleurs, c'est souvent une chose dont se rendent compte les dirigeants qui se lancent dans l'entreprise libérée. Ils vous disent au bout de quelques mois, en fait, c'est pas pour tout le monde, il y a des salariés, ils veulent pas. Tout le monde n'est pas fait pour la liberté d'une certaine façon. Parce qu'ils s'attendaient à ce que finalement ce scénario soit juste et que en leur offrant la liberté, tout le monde saute de joie et que tout aille pour le mieux dans le meilleur des mondes. Il nous reste combien de temps? On n'a plus de temps. Ok. Donc, pour conclure, je ne vais pas passer en revue toutes les raisons, et il y en a d'autres aussi. Peut-être quand même mentionner sur le rôle des managers. Comme je vous ai dit, il a quand même cette phrase sur la direction et sur le management où il considère que ces gens ne servent à rien. On sait, encore une fois, c'est assez bien documenté par les historiens qui ont étudié l'histoire du business, et en particulier les livres là d'Alfred Chandler, que les décisions stratégiques en entreprise sont extrêmement importantes pour la survie et le développement et le succès des entreprises. Je pense que d'ailleurs, pour le coup, ça c'est relativement évident. Donc pour conclure, ce qu'on peut dire en conclusion contre cette conception d'entreprise libérée, c'est qu'il ne suffit pas de supprimer les contraintes pour que du jour au lendemain, les gens soient capables, ou même aient envie, de se prendre en main, de devenir autonome, de s'engager auprès de l'entreprise, de développer une culture du dialogue, un esprit de recherche, et qu'ils soient capables de s'engager dans l'innovation tout azimut.
C'est pourquoi je pense qu'il y a une autre conception qui se dégage et qui correspond sans doute beaucoup plus à la réalité du terrain quand ça fonctionne. Cette conception, elle part d'un diagnostic un peu différent. C'est que la première prémisse, c'est que l'entreprise libérée, c'est un processus. On dit souvent c'est un chemin. Ce n'est pas une destination à laquelle on doit arriver le plus vite possible. C'est un chemin sur lequel on est et on va progresser petit à petit et on va s'approcher peut-être, on ne sait pas jusqu'où, mais de la destination qu'on a en tête qui est cette définition d'Isaac Getz. La deuxième chose, je l'ai évoqué il y a quelques secondes, c'est que dans une organisation, le pouvoir est toujours distribué. Et que l'équilibre du système dépend toujours de la façon de penser des acteurs en interne, et en particulier de leur stratégie individuelle. Alors vous pouvez avoir des bonnes raisons d'adhérer à un système de management qui vous soulage de toutes les contraintes, parce que peut-être, au moins, vous n'avez pas besoin de trop vous prendre la tête pour résoudre des problèmes au travail, et ça vous permet d'être bien là à la maison pour bien vous occuper de vos enfants, pour bien vous occuper d'un parent qui est dans le besoin ou autre. Alors que dans le système Zobris, dans ce type de discours, tout désaccord ou toute réserve, tout doute à l'égard du système qui est proposé est systématiquement recadré ou présenté comme étant illégitime. Vous savez, les managers, ils sont des fois contre. Pourquoi? Parce qu'ils sont... La seule explication possible, c'est parce qu'ils sont attachés, ils sont égoïstes, ils sont attachés à leur petite sphère de pouvoir. Ou les gens qui résistent, c'est parce que les gens n'aiment pas le changement. Enfin, des banalités de ce type-là dont on sait parfaitement qu'en réalité, certaines études montrent qu'elles sont parfaitement fausses. Sur la complexification de l'organisation, allongement des circuits de décision et d'information, là où dans le diagnostic de Zobrist, c'est juste une question de mauvaise volonté des gens, en réalité, ce qu'on se rend compte, c'est que si les entreprises ont été amenées à complexifier ces circuits-là, c'est avant tout parce que la réalité en externe se complexifiait. Quand vous avez une petite entreprise, que votre marché est tout près, que vous avez une distribution locale, que vous êtes 15, c'est pas la même chose que quand vous devez assurer le trafic ferroviaire sur un pays comme les États-Unis. Vous êtes obligé de complexifier. Sauf qu'on est arrivé à un moment où la complexité devient tellement grande, et ça c'est un diagnostic qui est posé par Michel Crozier, dont je vous parlais tout à l'heure, dès les années 80, et sur lequel je vais revenir, mais au bout d'un moment, vous ne pouvez plus continuer à complexifier l'entreprise quand la complexité augmente à l'extérieur, parce que ça devient un tel brouillard qu'on ne sait plus s'y retrouver. Et donc, on peut évoquer, il y a des entreprises qui ont des manuels de règles à suivre ou de procédures qui font des centaines et des centaines de pages. Au bout d'un moment, pour un salarié là-dedans, on n'y comprend plus rien. Donc, de toute façon, les procédures ne servent à rien parce qu'on ne peut pas les suivre parce qu'on ne les connaît pas. Et des derniers points que j'ai déjà un petit peu évoqués, c'est que les résistances au changement, on part dans une optique où on se dit, on veut appliquer un modèle qui est celui de l'entreprise libérée, mais on ne se dit pas que toute résistance au changement est égoïste ou illégitime. Il peut y avoir des bonnes raisons. Et l'optique est complètement différente, parce que du coup, vous allez être amené, dès le départ, à vous dire il faut se mettre à l'écoute de l'entreprise. Si on veut la transformer, il faut se mettre à l'écoute. Il faut aller sur le terrain, parler aux gens, mettre en place un canal de communication, dialoguer, leur poser des questions sur les difficultés qu'ils rencontrent, ce qui pollue leur quotidien, etc. etc. Comprendre aussi s'ils ont des problèmes, peut-être des problèmes du type de désaccord avec la direction. Après un changement, par exemple, il y a des entreprises, j'ai des clients où on a fait une libération à marche forcée et où les gens une bonne partie des gens n'ont vraiment pas accepté le truc. Donc quand vous arrivez, vous, derrière, pour travailler avec une entreprise comme ça, si vous n'allez pas sur le terrain pour interroger les gens et que vous ne comprenez pas quelles sont les raisons pour lesquelles ils ne sont pas contents, vous ne pouvez rien faire comme vous voulez. Donc, principe d'écoute, principe de réalité, l'idée là c'est de réussir à dialoguer, échanger et montrer aux gens que vous avez un véritable intérêt à leur faciliter la vie et à comprendre dans quelle situation ils sont. L'idée étant de créer ou de parfaire ou d'augmenter la confiance qu'il y a entre la direction et les collaborateurs et de susciter un peu de bonne volonté. Partager, ça peut être aussi co-construit parfois, et de faire en sorte que la plupart des gens y adhèrent. Donc pour ça, il faut capter des aspirations profondes. Si je prends le cas du Zocom, mais je pense que ça s'applique aussi à Favi, on a des cas d'industrie qui, dans les années 80,
disent finalement à leurs salariés, elles ne leur disent pas forcément directement on va vous rendre heureux. Ce qu'elles leur disent, c'est voilà, on va gagner en autonomie, on va simplifier la structure, je vous demande de faire preuve de bonne volonté, et en échange de ça, je vous garantis qu'on va se battre pour que les emplois ne soient jamais délocalisés. Et en fait, on a des entreprises qui, dans les années 80, au moment où les délocalisations commencent, parce que l'industrie perd beaucoup de monde déjà dans les années 80, il y a des délocalisations qui se font, il y a des grands groupes industriels comme les Wendel, etc., qui sont morts dans les années 70, on ferme les mines, on a les grandes grèves en Angleterre, etc. Et à une époque où les ouvriers voient partout que les entreprises partent ou ferment, vous avez là des gens qui disent, nous, on va changer le mode de fonctionnement, on va sortir d'un modèle où vous n'avez pas votre mot à dire, et on va rentrer dans un modèle où vous avez plus d'autonomie, mais par contre, vous aurez, nous, on vous garantit que on vous donnera la sécurité de l'emploi. Donc on reconstitue finalement le pacte des 30 Glorieuses. Aujourd'hui, c'est certainement pas un projet de ce type-là qu'il faut élaborer, parce que je pense que c'est plus forcément une aspiration des gens de passer toute leur vie dans la même entreprise. Et puis il y a d'autres problématiques qui sont nées depuis, sans doute la volonté d'épanouissement dans le travail est plus grande. Mais enfin tout ça pour dire, voilà, l'idée c'est de créer un projet qui ne va pas être un projet juste on doit faire 15% d'argent en plus l'année prochaine. C'est vraiment un projet qui met l'humain au centre et qui va servir à fédérer et à expliquer et inspirer aux gens l'envie de s'engager et donner aussi aux gens la direction à suivre. On avait cette slide, on peut peut-être sur les conditions rapidement, parce qu'on est en retard. Comment transformer une entreprise? Donc là, j'ai un peu évoqué certaines choses à faire, certains thèmes en présentant la deuxième conception de l'entreprise libérée. Si on regarde en particulier ce livre, donc Philippe Bernoult, La sociologie du changement, Philippe Bernoult, c'est quelqu'un qui a passé 40 ans à observer le changement dans différentes entreprises, qui est toujours en activité. Et dans ce livre-là, à la fin, il fait un chapitre en disant, voilà, depuis 40 ans, j'observe des choses qui fonctionnent, qui ne fonctionnent pas, et je vais essayer de vous dire, c'est pas une science, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire qu'en appliquant ça dans l'ordre, on va obtenir le changement. Pourquoi? Parce qu'on a en face de nous des gens qui sont libres. Donc c'est pas mécanique, on ne règle pas une organisation, on ne change pas une organisation comme on règle une machine. Mais il y a un certain nombre de principes qui reviennent régulièrement dans les cas où ça fonctionne. Donc le premier principe d'écoute de réalité, celui-ci, on l'a évoqué tout à l'heure. Permettre aux personnes de façonner le changement et sans faire table rase, donc là c'est une des différences entre les deux conceptions qu'on a évoquées de l'entreprise libérée. Développer une nouvelle posture managériale, c'est pareil, quand j'ai évoqué le fait de se mettre à l'écoute, au lieu d'être dans une posture très directive. S'adapter aux différentes rationalités, donc là c'est les différents points de vue des gens, les intérêts qu'ils ont à travailler chez vous, qui n'ont peut-être rien à voir avec votre projet d'entreprise, la vision du monde qu'ils ont, leurs valeurs, etc., leurs croyances religieuses. Être capable de comprendre ça et de les prendre, d'en tenir compte pour manager l'entreprise. Penser et agir dans la durée, alors ça c'est aussi un point sur lequel c'est assez net, on considère qu'il faut 3-5 ans, ça varie un peu, mais en tout cas on ne change pas une organisation en 3 semaines. Il faut généralement plusieurs années. Et notamment quand vous partez d'une culture qui est aux antipodes. Parce que vous allez commencer à initier des nouvelles choses avec une nouvelle posture managériale, des nouvelles pratiques, des nouvelles institutions. Et typiquement, les gens au début, ils vont peut-être vous croire, mais ils vont quand même avoir des doutes. Ils vont dire, on attend de voir ce qui se passe, on attend de voir ce que ça donne, on attend de voir si ça continue. Bon, priorité absolue pour la direction. Et enfin, ça c'est un point qui est assez important parce que sinon ça peut créer des effets non désirables de résistance parce que les gens, on leur impose de nouveau quelque chose alors qu'on leur demande d'être libre dans ce type d'organisation, c'est d'expérimenter local et démontrer que ça fonctionne pour ensuite donner envie aux gens d'aller plus loin. On va conclure sur la pertinence finalement de l'entreprise libérée par rapport à la question de la transformation digitale. Donc, ce qu'on a vu quel chemin on a parcouru. Dans la première grande partie, finalement, on a commencé par
par mettre en évidence l'émergence de la réorientation vers le client et l'importance d'élargir l'innovation au sein de l'entreprise pour pouvoir satisfaire le client, lui proposer des nouvelles choses. On a vu aussi que, à partir des années 80-90, la mise en place donc, de la longue traîne, ce que Linda a évoqué, la restructuration des marchés, la démocratisation des outils de production et de distribution de l'information, tout ça vient renforcer encore ces deux problématiques-là parce que quand la concurrence s'accentue, le besoin de diversité et l'offre de diversité de produits, de services, de contenus explose avec Internet. Et on voit que ce phénomène se renforce encore depuis 2007 avec les smartphones et autres. Et donc, dans ce contexte-là, toute la journée, toutes les entreprises que j'ai vues parler aujourd'hui ont quasiment dit à un moment donné « Ah ben, on est obligé de se réinventer, ou il faut qu'on change, que ça a été RICO, ça a été recyclé, ou pour arriver à cette étape-là, il a fallu vraiment qu'on se mette tous autour de la table, qu'on bosse, qu'on cherche des idées nouvelles. » Donc on voit que c'est la problématique de l'innovation, et c'est pas juste l'innovation confinée à un petit département R&D, c'est vraiment l'innovation impliquer un maximum de gens, elle est sur le devant de la scène. Et l'entreprise libérée, finalement, elle répond à la question comment essayer de réussir, comment parvenir à élargir cette innovation et à impliquer davantage de gens dedans. Et donc ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est que finalement, pour y arriver, il y a un certain nombre de choses qu'il faut mettre en place, à savoir se mettre à l'écoute, développer une culture de la recherche et ensuite s'engager dans une simplification et parallèlement dans une autonomisation progressive des gens. Et d'être dans une démarche comme ça, où on fait des petits pas, où des fois on fait des choses où on accélère un petit peu en se lançant des défis. Ça fonctionne dans un certain nombre d'entreprises. On peut, par exemple, obtenir le prix de l'usine, la meilleure usine de France, ou des labels de ce type-là. Ça permet souvent de faire des progrès en termes de management. Donc, pour ça, je pense que l'entreprise libérée peut en tout cas inspirer, donner des pistes pour résoudre cette problématique de l'élargissement de l'innovation et de la satisfaction client dans un monde de plus en plus complexe. Et pour terminer, il y a 2 points sur lesquels peut-être il faut anticiper et élargir. Le premier, je te repasserai pour le deuxième, le premier c'est que les digital natives, comme on dit, mais même nous, en fait, sous l'influence de ces technologies numériques, on a changé. Moi, je me souviens quand j'étais petit, quand j'arrivais à l'école le lundi matin, on parlait du film qu'on allait regarder le dimanche soir sur TF1. Il y avait 4-5 chaînes dans les années 80 pour regarder la télé. Il y avait quelques radios, mais c'est le début des radios libres. 10-15 ans avant, il y avait une chaîne de télévision, il y avait une seule radio. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où le matin, quand on arrive au boulot ou à l'école, on parle du film qu'on a tous regardé parce qu'il n'y avait en gros qu'une seule offre. Les gens, le soir ou pendant leur loisir, quand ils vont sur Internet, ils peuvent accéder à des contenus d'une diversité inouïe. Vous allez sur YouTube, vous avez des conférences sur des tas de trucs, vous avez de la musique, vous avez... La diversité est telle que, fatalement, la génération qui est en train de se former, et je pense que même la génération qui est en train d'être informée par ces technologies-là, elle devient beaucoup plus plurielle. Et d'ailleurs, si on regarde l'évolution de la société, on se rend compte que depuis 70 ans, la société française est devenue beaucoup plus plurielle. Il y a 70 ans, le poids de la religion chrétienne, par exemple, était beaucoup plus fort. Il y avait une certaine forme d'uniformité. Et on était formaté par des institutions comme les journaux et autres, qui proposaient moins de points de vue. Alors, je dis ça, je dis pas c'est génial. Ce que je dis, c'est qu'il y a des aspects qui sont géniaux. Si vous êtes fan d'histoire, par exemple, vous pouvez trouver une quantité astronomique de conférences. Si vous êtes fan d'un truc qui est... Antoine nous en parlait par rapport à Recyclivre, pour illustrer le choix. Antoine nous parlait à midi d'un auteur... Consalik. Incapable de trouver un exemplaire de ses ouvrages totalement disparus dans le commerce traditionnel, et en allant sur Internet, sur Recyclivre, c'est 150. J'avais trouvé 151, donc 15 que je n'ai pas. Et ça, vous l'avez... pensez à tous vos loisirs, à toutes vos sources d'intérêt, tout ce qui vous nourrit intellectuellement ou autre, il y a eu une explosion.
Et le mauvais côté, c'est que par ailleurs, vous pouvez, si vous voulez aller voir les vidéos de l'imam crétin du coin et entendre que des conneries sur la religion musulmane, par exemple, vous pouvez aussi vous radicaliser tranquillement ou voilà, consommer des contenus qui sont de très basse qualité. Mais en tout cas, pourquoi je vous parle de ça? Parce que au moment où, si on a raison de considérer que l'entreprise, pour pouvoir mobiliser les gens, elle va devoir élaborer des projets qui, de plus en plus, faisant place aux aspirations des gens, vont devoir prendre en compte leur vision du monde, leurs valeurs, etc. Au moment où l'entreprise doit réussir à faire ça, élaborer ces projets-là en faisant dialoguer les gens, elle se retrouve avec une population, elle va se retrouver avec une population qui va être de plus en plus diverse. Donc il va y avoir un vrai enjeu, comment on fait dialoguer des gens de ce type-là. Finalement, il y a 50 ans, quand tout le monde était sur un pacte qui était de... le gâteau grossit et on va partager relativement équitablement, tout le monde aura une part de plus en plus grosse et on va pouvoir accéder à la société de consommation. Les ouvriers vont pouvoir se payer une maison, une voiture, le chauffage central, des toilettes à la maison, etc. etc. C'était beaucoup plus simple. Et la deuxième chose qui est un élément d'ouverture par rapport à cette problématique. Alors par rapport à la problématique de la transformation digitale, il y a un élément, un sujet qu'il faut vraiment aborder en entreprise, et notamment quand on construit son projet de transformation, c'est la prise en compte du progrès technologique dans le projet de l'entreprise. Parce que bon, même si les experts ne sont pas tous d'accord, clairement, vers là où on va, il va y avoir de moins en moins d'emplois comme ceux qu'on connaît. Alors évidemment, il va y en avoir d'autres qui vont être inventés. Mais est-ce que demain, tout le monde va devenir ingénieur ou data scientist ou comment on appelle ça, algorithmicien ou informaticien? Je ne suis pas sûre, et je ne suis pas sûre que la création d'emplois en face soit suffisante. Et ce n'est pas étonnant que la plupart des entreprises qui sont aujourd'hui dans la Silicon Valley, c'est celles qui poussent le plus pour le revenu universel, parce que ça va poser des problématiques importantes. Il y a clairement des jobs qui sont répétitifs, que la machine peut faire plus vite, mieux, qui vont être impactés. Et c'est pas seulement l'école bleue, c'est aussi l'école blanc. Et cette discussion-là, on ne peut pas en faire l'économie dans le cadre d'un projet comme celui que Eric vient d'évoquer, parce que la transparence est devenue très très importante. Elle n'est pas devenue importante uniquement pour le consommateur envers la marque, elle est devenue également très très importante de l'employé vers l'entreprise. Et aujourd'hui, l'entreprise, elle sera jugée par rapport à ça. Donc c'est important d'aborder ces questions-là sans tabou et de vraiment réfléchir à la place de la technologie dans le projet de transformation digitale et dans le projet de transformation tout court, j'ai envie de dire, même si que ce soit entreprise libérée, j'espère, ou pas. Et il y a quand même un phénomène par rapport à cette question de discuter le rôle qu'on peut donner au progrès technologique dans notre fonctionnement. C'est qu'on a quand même une relation ambivalente à la technologie. Là, j'ai mis quelques images. Le sabotage est né du fait de vouloir nuire aux machines qu'on accusait de prendre des emplois. C'est pas quelque chose de nouveau. Et là, typiquement, je pense qu'il y a des tas de gens qui observent déjà dans leur entreprise des freinages. Ce que tu évoquais, des gens, des commerciaux qui, dans leur boulot, n'arrivent pas à rentrer par exemple une annonce sur le bon coin alors que dans leur vie personnelle, ils utilisent Facebook, Twitter, etc. C'est déjà des formes de freinage par rapport à ces usages-là. Et demain, si vous mettez Watson entre les mains d'une assistante et qu'elle se rend compte que très vite c'est possible d'une assistante, mais ça peut être des gens qui font des tâches RH, des gens du cabinet de comptable, des gens dans le marketing, l'automatisation de la relation entre le client et les contenus, etc. C'est difficile d'embarquer les gens quand les gens disent on va être le dindon de la farce. Et juste si vous voulez vous en convaincre, abonnez-vous à la page Facebook d'IBM Watson. Vous allez voir, tous les jours IBM vous dit voilà, on va augmenter vos salariés, on va faire ci, IBM Watson sert à ça dans telle entreprise. Donc c'est pas des choses qui sont lointaines, c'est des choses qui sont en train d'arriver. Et c'est l'intelligence artificielle, mais c'est aussi la robotique, le robot Baxter qu'on a mis au début en photo. C'est le premier robot qui est capable de faire des opérations de montage dans l'industrie,
qui était le montage, qui était traditionnellement une activité très difficilement automatisable. Et lui, il parvient. Alors, il est plus lent aujourd'hui qu'un salarié, mais comme dit l'entreprise qu'il a inventée, il ne prend jamais de vacances, il travaille la nuit, etc. Donc, il y a des entreprises qui sont parvenues à concilier bonne volonté, aspiration et fort progrès technologique. Usocom en est un exemple. Après, est-ce que ça va être possible dans les années qui viennent avec tout ce qui s'annonce? À voir. Mais en tout cas, ne pas le faire, ne pas discuter de ces choses-là quand on veut élaborer un projet d'entreprise et mobiliser tout le monde, ça semble difficile. Merci à vous.